Cette conférence va maintenant être enregistrée. La première partie où j'explique un peu en général ce que c'est un fluide actif et j'essaie de donner un peu les bases et après je continue vers nos recherches actuelles. Donc, c'est juste que j'arrive pas à changer de slide. Donc, on a essayé plein de trucs, mais pas ça. Alors, pardon. J'arrive pas. Oh, excusez-moi, j'arrive pas à faire défiler mes slides. Donc, ouais, alors. Et refaire. Ouais, tu fermes et puis repartage, ouais. Eh ben, toujours pas. Alors, je vais quitter le plein écran ici. Alors, on va essayer là. Alors. Allez. Et voilà. Maintenant, ça marche. Oui. Vous voyez, hein, ça a changé. Oui. Ça marche. Donc, pardon, on reprend. Donc, alors, vous avez peut-être certainement tous entendu parler des fluides actifs, qui est un sujet de recherche très actif en ce moment. Donc, on qualifie en fait de fluides actifs des suspensions dans lesquelles on met des particules autopropulsées, des particules microscopiques, avec la particularité en fait que ils sont pas, leur mouvement n'est pas induit par une force extérieure, mais vient d'une dissipation d'énergie au niveau de la particule. Donc, ça peut être, comme on voit ici, soit par exemple des micro-organismes comme des bactéries qui nagent en utilisant de l'énergie, de l'oxygène ou des nutriments de leur environnement. Mais aussi, il y a beaucoup de particules artificielles, donc des colloïdes actifs, qui sont produits et développés par plein de groupes dans le monde actuellement. Et donc, dans tous les systèmes, l'énergie est donc injectée de façon locale dans le système. Et dans ce genre de fluide, on peut effectivement observer beaucoup de phénomènes qui sont très différents de ce qu'on connaît dans une suspension passive. Donc là, j'ai juste cité quelques exemples. Donc, entre autres, on a une transition vers un mouvement collectif où en fait toutes les particules microscopiques se mettent spontanément à présenter un certain ordre et nager par exemple tous dans la même direction. Et là, vous avez un joli exemple où en fait c'est des gouttelettes actifs et vous voyez que tout d'un coup ils se mettent en mouvement et après un certain temps ils vont se mettre d'accord, ils vont tous tourner dans une certaine direction. Donc on peut créer des écoulements directionnels sans avoir un gradient extérieur. Aussi, ce qui est possible, et ça vous voyez ça ici sur cette image, en fait c'est des petits disques qui sont suspendus dans un fluide actif et vous voyez qu'ils commencent à tourner dans une certaine direction. Donc on arrive à extraire du travail mécanique ce qui est normalement interdit par la thermodynamique. Et en fait, ici en bas, c'est encore un exemple assez joli de mouvement collectif où en fait, vous avez ici, c'est des bactéries qui nagent et par contre, qu'ils ont un bord autour qui les confine. Et l'interaction de ce mouvement collectif avec le bord mène aussi à un mouvement directionnel. Et il y a aussi, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais des observations macroscopiques assez fascinantes, comme par exemple, on peut former des suspensions actives dont la viscosité devient quasiment zéro, comme un sorte de superfluide. Donc, ce qu'on peut retenir de ces fluides, que c'est des fluides qui sont fondamentalement en dehors de l'équilibre, par le fait qu'individuellement, au niveau de la particule, on injecte de l'énergie tout le temps dans les systèmes, donc ils sont hors équilibre, sans forçage extérieur. Donc, nous, dans le groupe, donc notre approche de traiter ce genre de système, donc nous, on travaille avec des bactéries, donc avec des E. coli. Et en fait, comme j'étais perturbée pour faire défiler mes slides au début, je n'ai pas vraiment donné crédit aux toutes personnes avec lesquelles on fait ce travail. Donc, je vais juste rappeler rapidement que les expériences que je vais présenter sont tous effectuées au PMMH, ensemble avec mon collègue Éric Clément, deux étudiants que je vais réciter avec leur nom à la fin, et une collaboration avec des théoriciens, que je vais citer au fur et à mesure qu'on avance. Donc, notre approche dans le groupe, c'est vraiment de voir les bactéries, donc les fluides actifs, comme une question d'interaction fluide-structure. Donc, on imagine qu'on a une particule. Donc, ici, la particule, c'est la bactérie, et que cette particule va interagir avec un écoulement. Et la question qu'on se pose, donc c'est la question typique qu'on se pose d'interaction fluide-structure, c'est comment la propriété en fait de ces particules-là influence l'interaction
avec un écoulement. Donc, par exemple, excusez-moi. Hey, können wir mal aufhören? Ich verstehe kein Wort. Excusez-moi, c'est pas facile des fois de travailler à la maison. Donc, en fait, la question qu'on peut se poser ici, c'est comment, en fait, la forme de la particule, est-ce que la particule est allongée ou est-ce que la particule peut avoir une forme spécifique, comme ici une caridité, ou même une bactérie avec une tête? Comment ces propriétés-là déterminent la façon d'interagir de la particule avec l'écoulement? Donc, d'un côté, ça va nous dicter la morphologie et la dynamique individuelle des particules avec l'écoulement, comme on voit ici. Donc là, c'est un exemple, c'est une fibre qui est déformée et ensuite transportée dans l'écoulement. Et après, on peut aussi se poser la question comment ce transport microfluidique, microscopique, ou cette transformation de la particule donne lieu à des propriétés macroscopiques spécifiques. Donc ça, en général, c'est des questions qu'on se pose beaucoup dans le groupe et comme Arnaud l'a dit, on travaille beaucoup avec des approches microfluidiques pour résoudre ces questions-là. Alors, la particule dont je vais parler aujourd'hui, c'est pour moi vraiment la particule par définition qui est une particule complexe. C'est donc la bactérie E. coli. Donc là, on a une observation sous microscope de la bactérie qui en fait est donc coloriée de façon fluorescente. Donc, on a une tête qu'on ne voit pas bien ici, mais on verra mieux plus tard. Et en fait, là, ce que vous voyez, en fait, c'est un bundle de flagelles qui, quand en fait les flagelles commencent à tourner dans une certaine direction, se regroupent ensemble et mènent à l'avancement de la bactérie. Et vous avez peut-être vu aussi que de temps en temps, on le voit très bien pour celle-là, il y a un des flagelles qui sort en fait du bundle et en fait à ce moment-là, la bactérie change de direction. Donc on appelle ça un run and tumble et c'est le mécanisme fondamental de l'exploration de l'espace de la bactérie. Qui leur permet de, par exemple, si la bactérie cherche du nutriment, la bactérie va nager tout droit dans une certaine direction jusqu'à ce qu'elle arrive à un entourage où, en fait, il y a, par exemple, assez à manger. À ce moment-là, elle va se mettre à changer beaucoup de direction et donc elle va rester beaucoup plus à un certain endroit. Donc, on regarde, en fait, donc cet objet-là sous écoulement. Et donc, j'ai juste ici rappelé un peu les dimensions. Donc, le corps est fait 2 micromètres. La flagelle, ça fait 10 micromètres. Les flagelles tournent pour propulser la bactérie. La tête tourne à contresens pour compenser le mouvement. Et donc, ce que vous avez vu, la bactérie qui fait des run et tumble, donc on les appelle white type. Donc, c'est ce qui se passe typiquement dans la nature. Par contre, ce qu'il y a aussi, donc on peut les modifier de façon génétique et en fait arriver jusqu'à des organismes qui ne tombent pas et donc qui font que nager. Après, on a aussi des spécificités sur en fait cette hélice. Donc les flagelles sont sous forme d'hélice et on connaît très bien le pitch de cette hélice, le diamètre, etc. Donc c'est vraiment des organismes qui sont très très bien caractérisés. Alors quelque chose qui en fait pendant longtemps était un sorte de miracle que les gens n'ont pas très bien compris. Donc l'hypothèse c'était que ces flagelles-là en fait sont rigides et en fait ne bougent pas entre eux. Et tout est tourné par un moteur qui est attaché au corps de la bactérie ici. Et pendant longtemps, les gens n'ont pas pu croire qu'un tel moteur à une échelle aussi petite puisse exister. Jusqu'au moment où finalement, effectivement, avec des observations au microscope électronique, on a pu prouver qu'effectivement, ce petit miracle moléculaire existe. Et donc, c'est vraiment un moteur qu'on voit ici sur l'image sur le microscope électronique qui tourne avec des processus biochimiques où j'aurais du mal à vous expliquer les détails et qui, lui, en fait tourner en fait, cette hélice qui en soi est rigide. Donc, on peut se poser la question pourquoi un mécanisme tellement compliqué ou complexe pour faire avancer en fait ces bactéries, pourquoi ils ne nagent pas un peu comme nous avec une sorte de mouvement de nage. Donc ça vient du fait que les bactéries sont très petites, donc c'est à des échelles donc micrométriques comme on a vu, et donc à ces échelles-là, c'est la viscosité qui domine complètement. Et en fait, il y a un théorème qu'on appelle le Scallop Theorem qui nous explique que des mouvements réciproques, comme on imagine donc en fait Scallop, donc c'est pour ça le Scallop Theorem. Donc si on ouvre et si on ferme quelque chose avec le même mouvement, quand on est à très faible nombre de Reynolds, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va avancer et reculer. Donc tout est réversible à ces échelles-là. Donc la bactérie a dû trouver une façon de briser la symétrie. Et donc la façon de briser la symétrie qu'elle a trouvée, donc
pour le cas des bactéries avec les flagelles, c'est d'avoir quelque chose qui est en forme d'hélice. Donc, on a la chiralité de l'hélice qui brise la symétrie. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment pour répondre à cette question comment on nage à faible Reynolds, que cette forme et ce mécanisme de nage a été développé. Donc, pour imaginer un peu plus ce qui se passe autour d'une bactérie quand elle nage, ici, vous avez donc des résultats qui étaient obtenus par le groupe de Goldstein à Cambridge, qui ont fait de la PIV, de l'écoulement de perturbations autour de la bactérie. Donc, vous devez vraiment imaginer que ça, c'est une prouesse assez importante pour faire des écoulements autour de la bactérie. Donc, je pense que ça, c'est la superposition des images de PIV de genre à peu près 1000 expériences qui étaient superposées. Et donc, ce que vous voyez ici, que l'écoulement, en fait, est poussé à travers la bactérie. Donc, il y a de l'écoulement qui sort le long de la bactérie. Et vous voyez que du liquide est un peu comme aspiré dans l'autre direction. Donc ça vient de ce mécanisme qu'on appelle un mécanisme de pusher, comme vous voyez représenté ici en bas. En fait, l'hélice qui tourne pousse du fluide vers l'extérieur et puis on a la friction de la tête qui résiste. De nouveau, ça c'est une conséquence directe de l'écoulement à faible Reynolds parce qu'en fait, cette bactérie, elle doit nager et avancer avec une condition de force zéro et aussi de torque zéro. Donc, ce qui crée cette perturbation spécifique d'écoulement au cours de la bactérie. Ce qu'on peut voir aussi sur cette image-là, c'est ce que j'avais dit tout au début, que finalement, même si on n'applique pas un écoulement par l'extérieur, que ce système est toujours hors d'équilibre. Parce que même la bactérie en soi perturbe l'écoulement autour de la bactérie. Bon, donc avec cette introduction un peu longue, je pense qu'on arrive à pouvoir dire que finalement, la bactérie est vraiment, comme je disais au début, la particule complexe par excellence. Si vous regardez la forme de la bactérie, tout d'abord, elle est allongée. Donc si, en première approche, je prends la tête et les flagelles, ça donne un peu comme un bâton. Mais si je regarde plus précisément, je me rends compte que en fait, la forme est beaucoup plus complexe. J'ai une tête et un bundle de flagelles. Les flagelles sont finalement quelque chose avec une certaine chiralité. Et en plus, on a ce mouvement de Rahn et Campbell. Donc, en fait, les plusieurs flagelles ils peuvent former un bundle où ils peuvent s'ouvrir au niveau de ce que fait la bactérie actuellement. Et puis, bien sûr, en fait, la bactérie est active, qui a aussi un certain nombre de conséquences. Donc ça, je pense que j'ai déjà insisté pas mal dessus. Ça perturbe l'écoulement autour de la bactérie, même quand il n'y a pas d'écoulement extérieur. Et aussi, bien sûr, très important, il y a une vitesse de nage. Donc cette bactérie va se déplacer par elle-même dans la direction de son orientation. Et on a du bruit dans le système qui ici, soit vient de mouvements de Rahn et Campbell, mais qui vient aussi de la diffusion rotationnelle, parce que c'est un tout petit objet qui est en fait au niveau microscopique, qui est donc beaucoup de rotation, surtout rotationnelle, donc elle va changer d'orientation par le bruit brownien. Il y a peut-être aussi un peu de flexibilité dans ces objets-là, mais qui sont effectivement actuellement traités ou considérés que très peu. Et donc, on pense que c'est plutôt un effet mineur pour le moment. Donc, les questions qu'on se pose... Ah oui, pardon. Je vais juste dire une chose avant que j'arrive aux questions qu'on s'est vraiment posées dans le groupe. Donc, pour cet objet compliqué sous écoulement, un certain nombre d'observations assez fascinantes ont été faites dans la littérature. Donc, ici, il y a deux choses. Donc, premièrement, ça a été déjà observé que quand j'ai des bactéries proches des surfaces, que ces bactéries peuvent nager contre le courant. Donc, ça veut dire que j'ai un écoulement qui arrive par le haut, qui donc réoriente les bactéries qui ensuite nagent donc, dans la direction à contre-courant. Et aussi quelque chose qui a été observé, qui est ce qu'on appelle un drift rhéotactique, qu'en fait, les bactéries, si j'ai une certaine direction d'écoulement, vont s'orienter et nager perpendiculaire à cet écoulement-là. Donc, autour de ces questions-là, ce que nous, on voulait faire, on voulait regarder en plus de détails, si je mets une bactérie sous écoulement, soit dans le bulk, soit proche de la surface, comment je peux expliquer avec toutes ces propriétés de cette particule-là et l'interaction avec l'écoulement, l'orientation, les trajectoires, etc., de cette bactérie-là. Donc, c'est une particule active. Donc, si je veux observer en fait la dynamique sous écoulement, j'ai deux possibilités. Alors, soit je fais quelque chose de moyenné, ce qui veut dire si je suis par exemple dans un canal microfluidique,
je vais me focaliser sur un certain point et je vais enregistrer des trajectoires de bactéries pendant un certain temps. Et dans ce cas-là, je vais obtenir des propriétés moyennées. Après, par contre, ce qui est très intéressant aussi, c'est de pouvoir suivre des trajectoires individuelles. Et donc, pour suivre une trajectoire individuelle, pour la bactérie, ça pose des questions de tracking parce que cette bactérie, au niveau de son orientation, peut effectivement s'orienter partout dans l'espace et donc a, par définition, des trajectoires en 3 dimensions. Et donc, en laboratoire, ensemble avec Thierry, un ingénieur, on a mis en place une technique de tracking lagrangien en 3D qui nous permet de suivre une bactérie pas seulement en X et Y, ce qui est assez facile à faire, mais aussi en Z. Donc, ce tracking repose sur le fait qu'on a une image de la bactérie qui est prise, qui en fait est transmise à l'ordinateur. Et après, on garde déjà la bactérie au milieu de l'image. Donc, ça, c'est assez facile. Donc, on la garde, et puis, on la garde aussi dans le focus. Donc, pour la garder dans le focus, qu'on fait quand on va un peu au-dessus ou un peu en dessous de là où on est actuellement, et on regarde si le focus s'améliore ou pas. Et donc, finalement, ça marche assez bien. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un exemple. On a une bactérie ici et on suit cette bactérie-là. Donc, vous voyez qu'en fait, cette bactérie, elle suit en fait le haut du canal actuellement. Vous voyez qu'il y a d'autres bactéries qui sont collées sur le verre. Et à un certain moment, la bactérie va se jeter dans le bulk. Donc là, elle va descendre. Et donc là, vous voyez qu'effectivement, les autres sont devenus flous. On suit cette bactérie-là jusqu'à ce qu'on arrive sur la deuxième plaque en bas. Et quand on arrive sur la deuxième plaque en bas, la bactérie, vous voyez qu'il y a d'autres bactéries qui sont collées, mais on arrive quand même à suivre celle-là. Et puis, elle continue sa trajectoire. Donc, actuellement, cette méthode, elle marche seulement si on colorie que le corps de la bactérie et pas les flagelles. Parce qu'en fait, le traitement d'image, si on colorie corps et flagelles, c'est un objet très allongé. Et en fonction de son orientation, ce qu'on voit sur l'image diffère beaucoup. Donc, on a du mal avec le traitement d'image. Mais en fait, on était un peu déçus qu'on n'observe pas les flagelles. Donc, finalement, avec le groupe de Wilson Poon à Edinburgh, on a mis en place un tracking avec 2 couleurs. Donc, on colorie le corps et les flagelles avec des couleurs différentes. Le corps est en vert ici, les flagelles en rouge. Et avec un beam splitter, ces images, on les envoie sur différentes parties de la caméra. Donc maintenant, notre algorithme de tracking, on utilise uniquement sur les points verts, donc sur le corps, donc il fonctionne bien. Mais après, on a la possibilité de recoller les deux ensemble. Et donc là, vous voyez un résultat, on voit en fait très joliment le corps et le bundle de flagelles de la bactérie lors de la nage de la bactérie. Donc maintenant, on a en fait tous les éléments techniques pour effectuer nos expériences. Et je vais vous citer quelques exemples de ce que nous avons fait effectivement avec ce système-là. Donc, je vais commencer à regarder des trajectoires dans le bulk, donc relativement loin des surfaces dans mon écoulement microfluidique, dans un écoulement de pose-œil, qui est donc l'écoulement classique qu'on observe en microfluidique, et je vais voir ce que fait la bactérie quand elle est soumise à ce cisaillement dans cet écoulement-là. Donc, il y a certaines choses qui sont connues. Donc, si vous imaginez ici l'écoulement de cisaillement, c'est un pan. Et on met un objet allongé dedans. Ce qui est connu, que cet objet-là, finalement, il sert à transporter, donc son centre de masse sert à transporter avec la ligne de courant dans l'écoulement, mais en même temps, cet objet va sentir la rotation induite par l'écoulement. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, qu'en fait, cette partie-là, bon, grosso modo parlé, il y a des gradients de vitesse dans le système, donc ils vont tourner cet objet-là, et donc en fait, ça va faire ce qu'on appelle un tumbling pendant que la particule soit transportée le long de l'écoulement. Ça s'appelle un orbite de Jeffrey, qui est une solution très classique pour un objet allongé dans un cisaillement. Si c'est un objet passif, il va faire son tumbling, il va être transporté, c'est tout ce qui se passe. Par contre, maintenant, si j'ai une bactérie, en fait, l'orientation de la bactérie est extrêmement importante parce qu'en fonction de l'orientation de la bactérie, elle va nager dans des directions différentes. Donc, l'orientation aura finalement une conséquence beaucoup plus importante sur les trajectoires, donc évidemment sur un particule passif. Et donc, ce que vous voyez ici, par exemple, que pendant qu'elle change d'orientation, en fait, elle va faire des trajectoires compliquées dans l'écoulement. Et donc ça, on a baptisé ça des orbites de Jeffrey actifs. Et donc, il y a eu en fait un certain nombre de prédictions théoriques sur ces questions-là et quelques observations
dans des écoulements expérimentaux, mais sans avoir un tracking en 3D, il était difficile de mieux regarder ces trajectoires-là. Et donc, ce que nous avons fait finalement, que nous avons mis en place un écoulement dans un canal microfluidique. Comme vous voyez ici, c'est vraiment un système très classique. C'est un canal avec 100 micromètres de hauteur qui est relativement large, ce qui nous permet en fait de nous placer au milieu de ce canal et regarder en fait comment une bactérie est transportée. Et donc, on peut voir que si maintenant, en fait, donc là, vous voyez le canal dans sa totalité. Si je regarde du côté, donc en fait, je regarde en fonction de la hauteur ici, je vois que j'ai un joli écoulement de pose-œil qui se forme. Et donc, ensuite, j'observe la bactérie transportée dans cet écoulement-là. Donc, une des premières trajectoires que vous voyez ici, donc, entre les deux plaques, et une trajectoire où une bactérie part de la surface du bas. Donc, vous voyez qu'elle part de la surface du bas et après, elle est tournée dans l'écoulement. Et donc, comme elle est tournée dans l'écoulement, elle change d'orientation jusqu'à ce qu'elle arrive au milieu de l'écoulement. Et donc, si on regarde bien l'écoulement de pose-œil, en fait, le cisaillement n'est pas le même en bas ou en haut. Donc, le gradient de vitesse change de signe. Ce qui veut dire qu'en fait, elle est tournée dans une direction jusqu'à ce qu'elle traverse le milieu. Et une fois qu'elle a traversé le milieu, en fait, elle est tournée dans l'autre direction. Et donc, ça mène à des trajectoires qui font ces mouvements oscillatoires entre ces deux bouts de l'écoulement. Et donc, si on en prend plein de trajectoires, donc finalement, c'est ce qu'on observe ici. Donc, le bleu cyan, c'est ce que je vous avais montré là directement, qui oscille entre les deux côtés. On peut avoir aussi des conditions où, en fait, on est tourné tellement rapidement qu'on reste sur une moitié de l'écoulement ici, donc on fait des petits loops comme ça, ou sinon la bactérie, si elle part du bord et puis elle ne part pas avec le bon angle, elle est ramenée tout de suite et se recolle à l'autre bord. Ce qu'il faut dire que dans une expérience, en fait, c'est assez difficile d'avoir ces jolies trajectoires dans le bulk, parce que les bactéries ont tendance à être collées et à être pas forcément collées, mais séjourner proche des surfaces. Donc, pour capturer une trajectoire, on a beaucoup plus de chances dans les manips de en fait, trouver une trajectoire qui part finalement du bord. Mais en fait, on découvre vraiment ces trajectoires qu'on appelle swinging and tumbling, qui sont prévues par la théorie si on fait l'expérience. Et on peut aussi faire un modèle très simple où en fait, les seuls ingrédients qu'on met, c'est ce que je vous avais expliqué. Donc en fait, c'est l'orbite de Jeffrey, donc la dynamique de rotation d'un objet allongé sur lequel j'ai juste additionné une vitesse de nage qui pointe dans la direction de cette fibre-là. Et donc, avec ça, on arrive à très bien décrire les trajectoires qu'on observe. Ce qu'il faut dire que ça marche, cette image assez simpliste marche bien si on regarde des trajectoires qui sont courtes, parce que si je vais vers des trajectoires plus longues, il y a deux choses dont je dois tenir compte. Premièrement, il y a du bruit dans mon système. Donc, cette bactérie, elle peut par exemple faire du run and tumbling, mais elle a aussi le bruit juste prognat de son orientation. Et donc, si je veux faire beaucoup d'orbites de Jeffrey, je ne vais pas récupérer en fait ces trajectoires aussi jolies que ça. Et après, il y a un deuxième aspect qui s'appelle l'ariotaxie, et je vais vous en parler de ça maintenant. Ah oui, pardon. Avant ça, je voulais quand même vous montrer autre chose avant de parler de l'ariotaxie, parce qu'en fait, ça, les trajectoires qu'on a, j'ai regardé des choses qui se passent très bien dans le plan. Donc, en fait, où les trajectoires qu'on observe, c'est des trajectoires en 2 dimensions. Mais en fait, rien ne me garantit que l'objet que je regarde, surtout quand c'est une bactérie, soit bien mis dans le plan. Donc, il est possible aussi qu'en fait, au lieu d'être parfaitement aligné dans le plan, qu'on est un peu hors du plan du cisaillement. Et le mouvement qu'on observe, je vais vous montrer ici une animation. Ça s'appelle un mouvement de kayaking. Donc, en fait, c'est un mouvement qui est un peu comme ça. Donc, la bactérie fait toujours ce mouvement de tumbling, mais elle est plus alignée dans le plan où elle fait un mouvement parfait. Et donc, si maintenant ce mouvement de kayaking, je l'imagine en 3D, ça donne des trajectoires comme celle-là. Donc, vous imaginez que l'écoulement va selon la direction X. La bactérie, elle est un peu orientée en dehors de cette direction de l'écoulement et elle continue à faire en fait cette nage avec ces mouvements de tumbling. Et donc ça, vous voyez ça ici, maintenant dans plein de directions différentes. Et finalement, à la fin, on s'arrête avec, si on regarde la projection,
un mouvement qui va un peu vers le côté, parce que la bactérie, elle n'est pas orientée dans la direction de l'écoulement, mais avec un certain angle, et elle avance en faisant ses trajectoires oscillatoires. Et donc ça, c'est une simulation avec les glaçons simples, et ça, par exemple, c'est une expérience, et donc on voit que l'accord est plutôt bon. Et maintenant, je vais arriver à ce que je voulais vous dire au début. Si en plus maintenant, on rajoute la rhéotaxie, ces trajectoires, c'est compliqué. Donc, alors, qu'est-ce que c'est cette rhéotaxie? Donc ça, c'est un phénomène qui a été observé et que j'avais mentionné tout au début de mon séminaire, en fait, par le groupe de Roman Stocker. Donc, ce qu'ils ont observé, que si, en fait, je mettais des bactéries sous cisaillement, dans un cisaillement simple, posé dans un canal microfluidique, ils observaient que, en fait, ces bactéries avaient tendance à drifter, à s'orienter dans une direction qui était perpendiculaire à l'écoulement. Et donc, le mécanisme physique qu'ils ont pu finalement trouver pour expliquer cela, c'est le suivant. Donc, c'est la combinaison d'un objet avec une chiralité, qui est ici, en fait, le flagelle. On le symbolise avec une seule hélice, et en fait, la tête, qui est le corps. Donc, ça a été démontré que finalement, si j'ai un objet comme une hélice dans un écoulement de cisaillement, que cette hélice, déjà, toute seule, veut en fait drifter de façon perpendiculaire à l'écoulement. Et donc là, on a une vue par le haut. Donc, si on imagine que l'hélice veut drifter vers le côté, le corps, il est un peu comme un point fixe. Donc, le corps a beaucoup plus de friction. Donc, en fait, les flagelles vont essayer d'aller à gauche, le corps va résister. Donc, ça va créer un torque. Et en fait, finalement, la position d'équilibre de ce torque, ce serait de tourner la bactérie de façon qu'elle soit perpendiculaire à l'écoulement. Donc, ces observations existaient, mais on voulait regarder plus en détail comment la forme et la combinaison entre ce torque et le bruit dans le système mènent en fait au drift des bactéries sous écoulement. Donc, on reprend notre montage expérimental classique. Et maintenant, on ne suit pas les trajectoires individuelles, mais maintenant, ce qu'on fait, c'est ce qui est représenté ici. En fait, on coupe des plans. Donc, on passe par le plan du bas et après, on fait des coupes avec juste tout simplement un objectif à fort grossissement. Donc, l'objectif à fort grossissement, en fait, il a une faible profondeur de champ. Donc, un peu, bon, pas aussi bien, mais un peu comme un confocal, on peut scanner toute la hauteur du canal. Et donc, si on fait ça, on trouve les résultats suivants. Donc là, vous voyez des trajectoires à courbe des bactéries. Alors, proche du bas ou proche du haut. Donc, il faut penser encore une fois au fait que le cisaillement change de signe dans un pose-œil si je suis en bas et en haut. Et donc, j'espère que vous voyez que ces bactéries ne vont pas tout droit dans leur déplacement, mais qu'il y a un certain drift qui les amène ici vers le haut et ici vers le bas, ce qui est donc l'effet de la rhéotaxie. Donc, pour regarder ça en plus de détails, maintenant, en fait, on a regardé cette vitesse de drift, donc la partie en fait, de la vitesse qui est perpendiculaire à la vitesse de l'écoulement, en fonction de deux choses. Donc, on a regardé ça, je vais venir si je veux, on a regardé ça en fonction de la position dans le canal. Donc, si je change la position dans le canal, il y a deux choses. On change le signe du cisaillement, donc du gradient de vitesse, mais on change aussi l'ampleur du gradient de vitesse. Donc, le gradient de vitesse, il est très fort proche des bords et il est quasiment zéro au milieu du canal. Donc, si maintenant on scanne donc, les différentes hauteurs et je vais regarder un écoulement qui est fort, donc ici il est 20 nanolitres par seconde, vous voyez que la vitesse de drift est importante proche du bas, donc là où le cisaillement est fort, qu'il est zéro au milieu, là où le cisaillement est zéro, et qu'il change de signe pour drifter dans l'autre direction du canal. Il y a quelque chose d'important à mentionner, qu'on a fait des expériences pas que pour les bactéries, mais on l'a fait aussi pour des particules passives, pour avoir une très bonne mesure de la direction de l'écoulement et aussi pour trouver que ce n'était pas un défaut de notre système. Donc, toutes les particules passives, en fait, la vitesse de drift est strictement zéro. Donc, on voit qu'en fonction, si je me rapproche du bord, en fait, la vitesse de drift est plus importante. Et aussi, je vois si j'augmente la vitesse de l'écoulement, que la vitesse de drift devient le plus important aussi. Donc, naturellement, on a rescalé tout en fonction du cisaillement. Et vous voyez, si je fais beaucoup d'expériences différentes, que finalement, tout se regroupe et en fait, en fonction du cisaillement, la vitesse de drift augmente.
Et donc, il y a deux choses qui sont importantes, je pense que je vous ai écrit ici, deux choses qui sont importantes à regarder de cette courbe-là. Donc, on a un début, quand j'augmente le cisaillement, la vitesse de drift augmente de façon linéaire. Et j'ai un sorte de plateau quand j'arrive à des forts cisaillements qui reste stable. Par contre, ce plateau, il est représenté ici comme la vitesse de drift divisée par la vitesse des nages des bactéries. Et vous voyez qu'on est à 0,6, bon, peut-être à 0,7 quand on va plus loin. Donc, on est assez loin de cette image très simplifiée que la bactérie va s'orienter de façon perpendiculaire à l'écoulement. Et donc, toute l'étude qu'on a menée, c'était pour comprendre ces deux choses. Pourquoi on a une augmentation linéaire de la vitesse de drift avec le cisaillement et pourquoi on se stabilise sur un plateau qui est relativement loin d'une orientation perpendiculaire de la bactérie avec l'écoulement. Alors, la première chose qu'on a fait, on a mesuré les distributions de vitesse. Donc ici, c'est juste la vitesse moyenne de drift. Pour mieux comprendre les systèmes, on a regardé les distributions de vitesse. Donc ça, en fait, vous les voyez ici. Donc on est à un quart du canal avec un cisaillement raisonnable. Et en fait, on regarde les distributions de vitesse. Et ici, donc on augmente le cisaillement et on voit ce qui se passe. Donc, ce qu'on voit que quand on a quasiment bas de cisaillement, que en fait, les vitesses sont distribuées de façon plate. Donc, on peut en fait avoir des vitesses qui pointent dans toutes les directions. Par contre, quand on augmente le cisaillement, et c'est ce qu'on a vu sur le graphe, en fait, le pic se décale de plus en plus. Bon, on va juste dire à droite parce que c'est plus facile ici. Et donc là, c'est des situations où la vitesse de drift augmente avec le cisaillement, comme on a vu. Mais ce que vous voyez aussi, qu'en fait, on n'a pas un très étroite de vitesse, mais en fait, on a des distributions de vitesse qui restent relativement larges. D'après ce que je vous avais dit tout au début, pour les orbites de Jeffrey, on a aussi compris que en fait, les distributions de vitesse, ou les vitesses, c'est juste une conséquence de l'orientation des bactéries. Donc, on a aussi mesuré l'orientation des bactéries. Et pour ça, c'était vraiment très important qu'on a fait des expériences avec les particules qui étaient transportées à des particules passives, parce que c'est ça qui nous a permis d'avoir la bonne résolution pour mesurer en fait les distributions d'orientation. Alors, les distributions d'orientation, bien sûr, sont directement liées aux vitesses. Donc, quand on n'a pas de cisaillement, en fait, les orientations sont tous identiques. Et par contre, quand on commence à augmenter le cisaillement, vous voyez qu'ils s'orientent tous, je vais juste dire à droite. Et par contre, ils ne s'orientent pas perpendiculairement à l'écoulement, mais vous voyez ces deux pics qui restent aussi. Donc, on peut être orienté un peu au-dessus, un peu en dessous de l'orientation perpendiculaire. Par contre, si je fais la projection pour avoir la vitesse de drift, en fait, ces deux pics deviennent un seul pic. Donc, alors, comment on peut maintenant expliquer ces distributions d'orientation? Donc là, ça devient un tout petit peu technique. Donc, juste pour redire, tout se base sur les orbites de Jeffrey. Donc, les orbites de Jeffrey, quand je n'ai pas de bruit et quand je n'ai pas de rhéotaxie, c'est ce que je vous avais déjà montré. Donc, j'ai en fait un objet orienté en 3D dans l'écoulement de cisaillement qui va faire ce mouvement de kayaking. Et ce qui est très important à retenir, donc l'écoulement ici va dans la direction Y, que si je pointe avec, je ne sais pas, la tête à droite, la tête va rester à droite à l'éternité. Il n'y a pas de moyen de changer de direction. Par contre, maintenant, si je refais la même chose, je superimpose sur mon orbite de Jeffrey, en fait, le drift rhéotactique, ben, on sait maintenant que lui, il veut effectivement avoir la tête dans une certaine direction. Et donc ça, vous allez voir ça ici, qu'en fait, on commence à une certaine direction. En fait, vous allez voir que là, l'objet va tourner, on le voit ici. Et le drift rhéotactique va faire que la tête va en fait changer de l'autre direction. Et comme ça, la tête va se retrouver dans la direction que la rhéotaxie préfère. Donc là, vous voyez qu'en fait, on a changé de direction. Et vous voyez aussi, par contre, donc ça, c'est le point qu'on est perpendiculaire de nouveau, qu'on met un certain temps pour essayer de s'approcher de cette position-là. Donc ça, c'est l'image sans bruit. Si on n'avait pas de bruit brownien dans notre système, en fait, toutes les bactéries, plus tôt ou plus tard, devaient se retrouver plus ou moins perpendiculaires à l'écoulement. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on a observé, parce qu'on a observé que en fait, cette vitesse de drift, bon, déjà, elle est jamais ou presque jamais égale à la vitesse de nage de la bactérie. Et aussi, ben, au début, quand je suis à des faibles cisaillements, ça augmente avec le cisaillement. Donc, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est quel est le rôle
du bruit. Donc, le bruit, je rappelle, le bruit, c'est vraiment un bruit d'orientation des bactéries qui intervient. Donc, avant de modéliser plus ce rôle du bruit, on a ajusté les paramètres du modèle. Donc là interviennent des simulations de Andreas Zettel, qui est actuellement à l'Université de Vienne, qui a en fait, disons, utilisé, pardon, je vais revenir là, qui a utilisé ces équations-là, qui sont des équations classiques de Jeffrey, auxquelles il a rajouté un terme de rhéotaxie. Donc ces équations de Jeffrey, en fait, simulent des dynamiques d'orientation d'angle, donc les deux angles du système. Donc ça, c'est la partie classique qui est donc proportionnelle au cisaillement. Et là, c'est la partie rhéotaxie qui est aussi proportionnelle au cisaillement, mais qui a ce terme d'importance de rhéotaxie qui s'appelle mu. Donc lui, il a pris en fait d'abord nos résultats sur la vitesse pour ajuster les paramètres de son système. Donc après, avec ça, on a obtenu un très bon accord de nos distributions. Mais maintenant, il pouvait aller plus loin, donc il a simulé l'influence du bruit sur le système. Donc là, il faut s'accrocher un peu. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est en fait les distributions d'orientation des bactéries qu'on venait de manger, de mesurer, mais là, on veut comprendre d'où ça vient. Je vais commencer ici en bas. Donc là, j'ai un cisaillement qui est très faible. Donc si j'ai un cisaillement qui est très faible, le bruit brownien, qui est en fait décrit par une coefficient de diffusion rotationnelle, est très important. Et finalement, on voit que les distributions d'orientation sont presque homogènes. Donc en fait, à très faible cisaillement, les bactéries pointent presque dans toutes les directions comme ils veulent. Alors, on va regarder d'abord la situation où j'ai que les orbites de Jeffrey, où j'ai pas d'effet de rhéotaxie. Donc maintenant, j'augmente le cisaillement. Quand j'augmente le cisaillement, l'effet de l'écoulement devient de plus en plus important et le fait du bruit est de moins en moins important. Et dans ce cas, en fait, l'écoulement tend à aligner les objets avec l'écoulement. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc en fait, là, on est aligné avec l'écoulement. Et on voit que en fait, ça devient de plus en plus probable d'être aligné avec l'écoulement. Alors là, c'est une simulation, on n'a pas de tête ou de queue, donc finalement, c'est aussi probable d'être aligné avec l'écoulement ou contre l'écoulement. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est maintenant, si je regarde la combinaison de bruit et de fait de la chiralité, donc de rhéotaxie. Et donc, vous voyez que, bon, même à faible cisaillement, on est un tout petit peu plus aligné avec l'écoulement ou contre l'écoulement. Et donc maintenant, quand j'allume l'écoulement, et donc j'allume l'alignement de plus en plus avec l'écoulement, mais aussi la rhéotaxie qui va m'orienter plus à droite. Et donc vous voyez que ces deux bouts ici vont fusionner lentement, finalement tous à droite, jusqu'à arriver à des moments où je suis orientée de façon préférentielle à droite. Mais vous voyez qu'en fait, ça, ce n'est pas un point. Donc même à des très forts cisaillements, en fait, ma distribution d'orientation reste très large. Et là intervient aussi ce que la théorie peut faire. Donc la théorie peut maintenant linéariser les équations et peut les linéariser autour de différents points. Donc la première chose qu'Andreas a fait, c'est qu'il a linéarisé en fait ces équations autour du point d'orientation à fort cisaillement. Et donc ce qui pouvait montrer que cette orientation, c'était en fait pas un point stable, mais un point qui était que marginalement, j'espère qu'on dit comme ça après, c'est stable. Ce qui veut dire que pour y arriver, en fait, on met une infinité de temps. Donc, c'est ça qui nous explique que même si je suis à fort cisaillement, je suis alignée dans une certaine direction, mais en fait, je vais tourner autour de cette orientation stable et donc je ne suis pas parfaitement perpendiculaire. Donc ça nous explique qu'on est à 0,6 en fait, et pas à 1 de la vitesse de nage. Mais de même, on peut en fait faire une analyse de stabilité linéaire autour de ces deux points d'orientation préférés sans rhéotaxie, et donc l'alignement avec l'écoulement ou contre l'écoulement. Et ce qu'il a pu montrer aussi, qu'en fait, ces deux points-là vont s'approcher de façon linéaire. Donc, ce point-là va se décaler vers là, va se décaler vers là, et puis lui, de l'autre côté. Donc ça, c'est la partie du début de la courbe qu'on a vue, qu'en fait, finalement, l'orientation qui va de plus en plus à droite est en compétition directe avec le bruit rotationnel. Et donc, si je mets tout ça ensemble, j'arrive à cette courbe maintenant par la théorie, qu'on a vu aussi par l'expérience. J'ai une partie au début qui est linéaire, où ma vitesse de drift augmente de façon linéaire, avec quelque chose qu'on appelle, nous,
le nombre de chiralités, qui combine en fait le cisaillement, donc c'est linéaire avec le cisaillement, c'est linéaire avec l'importance en fait de l'ariotaxie qui est ténue, et c'est inversement proportionnel au bruit brownien. Donc pour ce système-là, on a démontré deux effets très importants qui sont l'effet du bruit brownien sur le système et de l'effet de l'ariotaxie. Donc ça, maintenant, c'est une bactérie dans le bulk pendant des durées longues. Alors maintenant, on peut maintenant se poser la prochaine question. Dans toutes les expériences, en réalité, on n'est jamais vraiment dans le bulk. On est toujours en présence de surface. Et aussi, j'avais déjà mentionné tout au début que en fait, les bactéries sont attirées par les surfaces et aussi juste au niveau stérique. Si vous imaginez une bactérie qui nage dans le bulk, plus tôt ou plus tard, elle va arriver à une surface. Et pour sortir de la surface, mais il faut qu'elle change d'orientation, etc. Donc, en fait, les probabilités de temps de résidence à la surface sont grandes. Donc, si je veux comprendre le transport d'une bactérie dans un écoulement, il faut vraiment aussi que je comprenne le transport de la bactérie à la surface. Je vais juste regarder Donc, on a maintenant fait des expériences des bactéries à la surface. Et là, j'ai un peu changé de vision de nouveau. Donc, maintenant, on va regarder vraiment les trajectoires individuelles. Donc, là, c'est une bactérie qui nage à la surface et j'augmente le cisaillement. Et vous voyez qu'en fait, les différences de trajectoire, de dynamique sont encore plus grandes que ce qu'on avait vu dans le bulk. Donc, d'abord, on commence avec des petits cercles quand j'ai presque pas de cisaillement. Quand j'augmente mon cisaillement, en fait, je vois que ces cercles commencent à tourner vers la droite. Et puis, quand j'augmente encore plus le cisaillement, on a des trajectoires qui s'orientent contre-courant. Et si, en fait, on augmente le cisaillement de plus en plus, ces trajectoires qui pointaient contre-courant vont être retournées, en fait, dans le sens de l'écoulement. Et vous voyez la prédominance dans certaines directions, comme l'ariotaxie qu'on a vu, vers la droite, vers la gauche, selon la direction qu'on définit, jusqu'à ce qu'on a des cisaillements très importants où les deux directions deviennent importantes. On voit aussi qu'on reste, même là, on voit plus ces loupes-là, dans des trajectoires qui sont oscillatoires, où on retrouve la signature de ce qu'on avait vu tout au début, de ces trajectoires de Jeffrey, qui peuvent quand même induire un peu cette oscillation sur les trajectoires. Donc, je vais je pense plus avec les mains, vous expliquer un peu comment on observe ces différentes trajectoires, parce que je voulais garder un peu de temps à la fin pour vous parler aussi, en fait, des contaminations contre-courant par les bactéries. Donc, pour expliquer en fait la panoplie des différents comportements qu'on observe ici, il faut maintenant de nouveau qu'on tienne compte de toute la complexité de la bactérie et de sa nage individuelle. Donc, ça, c'est la partie qu'on a déjà regardée. Ça, c'est la partie dans le bulk où on a les deux effets, orbite de Jeffrey plus rhéotaxie. Donc, en fait, on tourne, on fait son mouvement de tumbling périodique et on a tendance à être orienté vers une certaine direction. Donc, ça, c'est un effet de bulk. Après, maintenant, je suis proche de la surface. Et donc, ça, je pense, c'est un effet qui est assez facile à comprendre aussi. Nous, on l'appelle le vessel vane, en fait, comme le coq en fait, sur l'église. Donc, on a une tête qui est donc la tête de la bactérie, qui, donc, comme pour la rhéotaxie, en fait, est comme un sort de poids qui résiste, qui frotte plus. Après, quand l'écoulement arrive, ça va effectivement tourner, en fait, la bactérie contre-courant parce que ça va tourner la flagelle vers le bas et la tête vers le haut. Donc ça, c'est un effet qui vient de l'interaction avec la surface. Et donc, en fait, qui aussi dépend de l'écoulement. Donc, ces deux termes-là dépendent de l'écoulement. Mais aussi, on a une interaction avec la surface dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est très connue et que vous avez vu déjà sur plusieurs images, même tout au début du talk. Même sans écoulement, les bactéries ont de l'interaction avec les surfaces. Et donc, il y en a deux. Premièrement, il y a l'interaction avec la surface qui fait que la bactérie va s'aligner parallèle à la surface. Donc ça vient du fait, vous vous souvenez qu'en fait la bactérie elle injecte en fait, du liquide le long du corps de la bactérie et elle aspire du liquide de façon perpendiculaire. Ça aligne la bactérie avec la surface et la tire de façon hydrodynamique avec la surface. Et le deuxième effet, il est un peu subtil. Le deuxième effet, c'est l'effet qui fait que la bactérie fait des cercles à la surface quand il n'y a pas d'écoulement.
Et donc ça vient du fait que les flagelles tournent. Et donc, pour avoir la condition de 0 torque, il faut que la tête tourne dans l'autre direction. Maintenant, vous imaginez quelque chose qui nage proche d'un bord avec une tête qui tourne. Donc, forcément, ça va induire des cercles. Donc, si on met tout ça ensemble, de nouveau avec nos collègues qui font les simulations, ils peuvent implémenter ça dans un mécanisme qui, en fait, modélise les dynamiques d'orientation. Et sur ça, on met le nage de la bactérie et ils reproduisent effectivement les trajectoires que nous, on voit dans les expériences. Donc, ce qu'on peut maintenant comprendre, que quand je n'ai pas d'écoulement, j'ai en fait ces trajectoires circulaires. Si sur ça, je rajoute l'écoulement, en fait, ça va m'orienter en fait, avec l'effet de Weatherwain, la tête vers le haut. Et donc, ce qui va se passer, c'est que d'abord, pour sortir de ce cercle, on va aller vers la droite. Et après, quand on augmente encore plus le cisaillement, on va aller vers le haut. Donc ça, c'est une transition qui s'appelle la transition d'Adler, qui est mathématiquement très connue, qui nous décrit cette transition-là. Et après, effectivement, quand j'augmente encore plus, le cisaillement, je retourne cette trajectoire vers le bas et en fait, j'ai ces oscillations qui, en fait, résultent des trajectoires de Jeffrey. Je crois que je vais passer un peu plus rapidement dessus. Donc, en fait, comme on a les équations, en fait, on peut vraiment modéliser avec un système analytique les orientations et je peux calculer toutes les différentes transitions qu'on a vues dans le système et surtout aussi, je peux trouver le cisaillement optimal pour nager contre courant. Par contre, ce que je voulais faire avec le reste du temps que j'ai, je veux vraiment vous parler de la contamination dans les microcanaux. Donc, on a vu qu'à des cisaillements pas trop importants à la surface, je peux m'orienter contre le courant. Donc, ça, c'est quand je suis à une surface plate. Par contre, si maintenant, en plus, je n'ai pas juste une surface, mais j'ai un bord, j'ai un sort de coin, ça, c'est encore un endroit qui est encore plus privilégié. Donc, la bactérie, elle a vraiment envie, en fait, d'être à ce bord-là. Et donc, ce que normalement, on doit voir sur ces films, donc là, vous observez, bon, ce n'est pas un canal microfluidique très propre, mais vous observez, je pense assez bien que là, les bactéries nagent vers le haut. Et donc, de temps en temps, on voit une bille qui passe, donc le courant est vers le bas. Au milieu, en fait, je n'ai pas d'écoulement et je pense que vous voyez que les bactéries vont vers le haut et vers le bas. Et à droite, ben, en fait, le sens de l'écoulement a changé. Et donc, on voit de nouveau que dans ce point-là, les bactéries vont clairement contre-courant. De nouveau, en fait, on peut vraiment imaginer ça comme un effet de Weatherwain, mais qui est encore plus fort maintenant parce que je suis dans un point. La bactérie arrive, la queue est tournée vers l'arrière et la bactérie nage vers l'avant. Donc, ça vient vraiment du fait que c'est un objet allongé avec une tête. Et on voit aussi que de temps en temps, la bactérie se détache du bord. Et donc, on sait maintenant que quand la bactérie se détache, la plupart du temps, c'est parce que la bactérie a essayé de faire un tumbling, donc elle a essayé d'ouvrir en fait un bonnet de flagelle qui en fait l'a détaché. Donc, ce qu'on voulait faire dans cette expérience-là, on s'est dit, bah, si les bactéries nagent contre-courant, en quelque sorte, ça veut dire que si j'ai un faible écoulement, les bactéries vont contaminer en fait, des tubes contre-courant de façon plus importante avec un écoulement que sans écoulement. Et donc, cette expérience-là, donc en fait, on a ici un réservoir de bactéries et là, on injecte un liquide et bien, on voit ce qui se passe. Donc ici, donc on a des films, donc on a plein de bactéries dans le réservoir. Donc à des temps courts, on fait parcours en tout le canal. Donc là, on parcourt tout le canal et vous voyez que bon, pour le moment, presque pas de bactéries qui ont réussi à nager contre le courant. Mais si on attend un peu plus, vous voyez effectivement qu'ils commencent à occuper le canal. Donc ça, on peut le voir aussi si on superimpose des images. Et ce qu'on peut voir, que finalement, après quelques minutes, les bactéries ont réussi à nager contre le courant sur des distances qui sont plutôt centimétriques. Donc, c'est vraiment une contamination importante. Donc, ça se peut se mesurer. Donc là, c'est des profils de concentration en fonction du temps et en fonction de la distance. Et maintenant, la question, c'est comment je peux comprendre cette contamination contre courant. Et donc, pour ça, on a regardé donc, les trajectoires de bactéries individuelles. Et ce que vous voyez ici, que les bactéries nagent donc, le long du bord et vous voyez de temps en temps une bactérie se détache, comme celle-là, la rouge, qui est très jolie là. Donc en fait, ça nage contre le courant, ça se détache et en fait, quand ça se détache du bord, donc du coin dans lequel est la bactérie, elle se retrouve dans le bulk et elle est transportée avec l'écoulement. Et donc c'est cette combinaison en étant
sur le bord où on peut nager contre le courant, le moment où on est détaché et en fait on est transporté avec les coulants. Et donc pour comprendre ça, donc on a fait un modèle très simple où en fait on regarde notre façon de nager contre le courant, on est détaché, on est transporté, on se réattache et on va contre le courant. Et je vous ai déjà dit aussi que la façon de se détacher, ça dépend au moment où on fait un tumble, on ouvre le bundle. Donc maintenant, on a un autre ingrédient qu'on doit rajouter pour comprendre la dynamique de notre système. Je dois comprendre les statistiques de tumble. Alors, quelle est la durée dans laquelle la bactérie nage tout droit et quelle est la durée ou la fréquence avec laquelle la bactérie essaye de faire de tumble. Et donc, je n'aurai pas le temps de rentrer dans trop de détails, mais c'est effectivement aussi un sujet de recherche actuel. C'est quelles sont ces distributions de run and tumble. Donc, pendant très longtemps, les gens ont pensé que c'était un processus poissonien avec un temps caractéristique de run et des fréquences de tumble. Mais récemment, il y a de plus en plus de résultats qui pointent au fait que c'est finalement une distribution avec une queue très longue. Donc, ce que ça veut dire, qu'on a des bactéries qui sont très persistantes. Donc, quelques bactéries peuvent nager tout droit pendant très, très longtemps. Et donc, dans notre situation-là, c'est des bactéries qui sont des bactéries super contaminantes qui vont aller tout droit pendant très, très longtemps. Et effectivement, si on modélise le système, donc ces dynamiques de nager contre le courant, de s'attacher et d'être transporté avec une distribution, avec une queue longue comme celle-là, mais on peut effectivement très bien l'expliquer à ces profils de contamination que nous observons. Et donc, dans ce problème-là, ce qui est important ou ce qu'on voit, que l'orientation de la bactérie contre courant par sa forme nous mène en fait au phénomène de contamination et que par contre, la dynamique de contamination, elle est directement liée aux statistiques de run and tumble. Et donc, même en faisant cette expérience simple, on peut avoir de l'information sur cette statistique de run and tumble, ou d'autre côté, si on connaît des statistiques, on peut les injecter dans ces systèmes-là. Et donc, avec ça, j'ai terminé ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, vraiment, la bactérie, pour moi, c'est vraiment la particule complexe par excellence. Il reste beaucoup de choses à comprendre, surtout que là, le dernier exercice parlait un peu de comment je passe de la surface au bulk, mais cette interaction entre les deux, il y a beaucoup de choses qui restent en fait à être compris. Et donc, je vais en profiter maintenant, parce que je ne l'ai pas bien fait au début, de remercier les gens qui étaient impliqués dans ce travail. Donc, les étudiants, c'était Gaspard et Nouris. Donc, Nouris, maintenant, est professeur assistant au Colorado. Gaspard, il est en train de faire un postdoc à Barcelone. Donc, mes collègues Eric Clément et Thierry, qui est l'ingénieur, qui était responsable du tracking. Le professeur invité Guan Ying, qui a fait des expériences sur la rhéotaxie. Et donc, nos collègues, en fait, qui ont fait les simulations et la théorie, Andreas et Arnold, qui est maintenant à Vienne et à Penn. Merci. Il y a même du calme qui est revenu à la maison. Ben, merci beaucoup, Anke. C'était vraiment super, super intéressant. Le timing est nickel. Donc, voilà, c'était vraiment très bien. On a le temps un petit peu pour quelques questions. Alors, allez, vous prenez ceux qui sont là, vous prenez la parole si vous voulez, ou allez-y. Je ne vois pas dans le chat. Alors, je démarre le temps que les gens se lancent. Je repensais à ta dernière expérience, là où on voit la contamination qui remonte. Là, est-ce qu'on peut imaginer que, parce qu'on voit bien les bactéries qui ont l'air de remonter le long des parois, est-ce que d'un seul coup, est-ce que des changements de géométrie d'un tube ou des choses comme ça, d'un seul coup, ça pourrait casser les contaminations? Absolument. Non, c'est une super remarque. Donc, en fait, je pense que une fois qu'on commence à comprendre ça, c'est effectivement le chemin à faire. Alors, soit c'est vraiment un changement de géométrie 3D, mais aussi ce qu'on avait vu sur le transport à la surface plate. On a vu que en fonction du cisaillement, les bactéries ont certains angles. Donc, en fait, leurs trajectoires ont des angles préférentiels. Donc, nous, on pensait qu'on pouvait faire, je sais pas, une patterning en fait de la surface avec un angle qui est juste un angle que la bactérie arrive comme ça et à chaque fois, ça détache la bactérie. Donc, absolument, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la géométrie, sur le traitement de la surface, la texture, pour empêcher en fait ces contaminations.
Ouais, mais donc ça veut vraiment, enfin c'est un truc, les médecins, enfin, les gens de santé, les médecins, ils comprennent ces concepts-là, ils les ont intégrés parce que c'est Non, étonnant. je crois pas. Je crois pas. Alors, il y a il y a un peu de littérature, hein, soit médicale, soit plus je sais pas, dans des tubes, etc. Après, il faudra aussi, je pense que c'est pas très bien compris, hein. Après, il faudra aussi vraiment voir quels sont les cisaillements, parce qu'en fait, on a une gamme de cisaillements où la contamination est facilitée par l'écoulement. Après, si l'écoulement est trop fort, ça va quand même finir par rincer les choses. Mais je pense que c'est pas très, non, pour le moment, c'est pas très bien compris. C'est aussi important pour la contamination des sols. Il y a beaucoup de transports en fait sur les échelles qui sont comparables à ces échelles microscopiques où je pense que c'est vraiment très important. Alors, bon, soyez pas timides, mes chers collègues. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'en avais. Ouais, vas-y. J'ai une question. Est-ce que vous avez essayé de faire des choses en écoulement oscillant? Je pense notamment par rapport à ce qui se fait à Marseille en suspension, où ils regardent des effets de migration vers le centre des canaux. Oui, absolument. En fait, effectivement, tous les écoulements biologiques, etc., sont des écoulements pulsatoires. Et c'est très, très intéressant. Donc, effectivement, des expériences à Marseille sur les suspensions de fibres vont dans ce sens-là. Alors, nous, on a commencé à implémenter des écoulements oscillants. Pour le moment, on a regardé des filaments d'actine dans ces écoulements. On n'a pas encore mis les bactéries. Mais je crois que c'est aussi une prolongation un peu naturelle des écoulements simples qu'on a fait jusqu'à maintenant, d'aller vers des écoulements plus compliqués, comme des écoulements pulsatoires. Ouais. Okay. Je pense que ça peut être super intéressant. Ok. Moi, j'en ai une dernière petite. Je me demandais en fait, parce que là, tu nous montrais beaucoup des écoulements avec, j'ai envie de dire, dans des solutions diluées, parce que c'est ça qu'il faut faire, parce qu'on veut voir les bactéries séparément. Mais qu'est-ce qui se passe quand d'un seul coup tu commencerais à concentrer un peu tout ça? Et puis, est-ce qu'on peut arriver même quasiment à voir, je ne sais pas très bien où je vais, mais voir les effets sur la viscosité de ta solution de bactéries concentrées? Alors, c'est vrai que ça, c'était tous un peu des expériences un peu modèles qui suivent notre idée que c'est une interaction fluide structure d'une particule. Selon ce qu'on regarde dans la réalité, et je pense que effectivement les concentrations, bon, de toute façon, les bactéries nagent jamais dans de l'eau, hein, donc effectivement, on est peu loin de la réalité de toute façon. Mais les mouvements collectifs, effectivement, peuvent être très importants. Alors, je pense pour le transport et effectivement, bien sûr, aussi pour les questions de viscosité. Alors, l'orientation spatiale, alors le mouvement collectif sous écoulement reste quelque chose qui est relativement mal compris. Donc, il y a un tout petit peu de théorie dessus. Donc, nous, on a essayé de le mesurer, donc on a quelques résultats. Par contre, on le voit effectivement très clairement sur la viscosité. Donc, il y a des travaux de Eric, des gens du FAST à Paris, qui ont montré cette transition vers le superfluide, qui quand on pense que ça arrive en même temps que le mouvement collectif des bactéries. Parce que s'ils commencent à tous s'orienter dans une certaine direction, ben, ils poussent tous dans la même direction et donc leurs effets dans la viscosité est très important. Mais je suis d'accord sur les questions de transport. Ça peut être très intéressant d'aller vers des concentrations plus importantes aussi. Surtout qu'on sait que des bords peuvent induire des mouvements directifs dans certaines directions par le mouvement collectif. Ouais, je suis d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question pour les collègues qui sont là? Non, sinon, écoute, sinon, Anke, on te remercie une nouvelle fois pour la présentation. Merci d'avoir été. Et je m'excuse pour l'animation qui était derrière moi. C'était original. Voilà. Oui. Ben bon. Et de toute façon, dès que les temps seront meilleurs, on t'invitera en vrai à venir vous visiter. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, merci à tous. À une prochaine fois, Anke. Oui, à bientôt. Salut. Ciao. Ciao. Je vais fermer la session.
Oui, salut.